Bonjour, moi je vais vous présenter une présentation sur les données qui sont dans les autorisations de mise sur le marché conditionnelles des vaccins contre la Covid-19. Donc à ce jour, il y a 4 vaccins qui sont autorisés en France, 2 qui sont à base d'ARN messager et 2 qui sont à vecteurs viraux non réplicatifs. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le contexte d'autorisation de mise sur le marché conditionnel ? Eh bien, on peut avoir une AMM conditionnelle si on est dans les catégories de médicaments suivantes, c'est-à-dire des médicaments qui vont être destinés au traitement ou à la prévention de maladies soit très graves, soit potentiellement très mortelles, des médicaments qui seraient destinés à être utilisés dans des situations d'urgence avec une menace pour la santé publique, ou des médicaments orphelins. Parce qu'on considère que dans ces cas-là, eh bien, le bénéfice d'obtenir la dispensation du médicament en avance, avant même que toutes les données soient complétées, eh bien, est favorable à la santé publique. Donc il y a des conditions pour obtenir ces AMM conditionnels. Il faut tout d'abord que le rapport bénéfice-risque du médicament soit jugé positif. Il faut que la commission qui octroie ces AMM juge probable que le demandeur, c'est-à-dire le laboratoire, pourra fournir par la suite les données qui sont manquantes. Troisièmement, que le médicament répond à des besoins médicaux non satisfaits. Et quatrièmement, que les bénéfices pour la santé publique l'emportent sur le risque inhérent au fait que des données supplémentaires sont encore requises pour obtenir une autorisation de mise sur le marché standard. Alors, il faut savoir que normalement, l'AMM conditionnelle se borne à l'absence à une non-complétude des données cliniques, mais que dans le cadre des situations d'urgence comme celle de la pandémie Covid-19, eh bien, même les données précliniques ou pharmaceutiques peuvent être incomplètes. D'ailleurs, l'ANSM rappelle que tous les médicaments qui tombent sous le coup d'une AMM conditionnelle, eh bien, quand on en fait la publicité, notamment si on donne des données chiffrées d'efficacité ou des fins indésirables, on doit rappeler que c'est une AMM conditionnelle et on doit rappeler les limites d'efficacité et de sécurité qui avaient été déterminées par les autorités de santé. Donc dans ce contexte-là, pour les vaccins qui nous intéressent, eh bien pour Pfizer et Moderna, il faut savoir que la fin de l'étude de phase 3 sera en 2023 et 2022 respectivement, et qu'on voit ici donc les obligations spécifiques, puisque comme il n'y a pas toutes les données qui sont requises, qui sont présentes lors du dossier d'AMM, en fait, les autorités de santé demandent sous forme d'obligations spécifiques de compléter ces données, et donc ça, c'est des tableaux que vous pouvez retrouver dans les dossiers d'AMM pour savoir quelles sont les données qui sont manquantes et qu'ils ont pour obligation de donner par la suite avec la date à laquelle ils doivent la donner. Donc par exemple, je ne vais pas tout les détailler, mais pour Pfizer, ils doivent compléter la caractérisation de la substance active et du produit fini, donc pour juillet 2021. Ils doivent assurer la qualité du produit, donc ça c'est juillet 2021. Ils doivent assurer la reproductibilité du procédé de fabrication et interlo pour mars 2021, etc., etc. Donc ça, vous pouvez tout retrouver dans le dossier d'AMM. Et donc c'est la même chose, on a exactement la même chose pour le vaccin AstraZeneca ou pour le vaccin Janssen. Alors concernant les vaccins à ARN messager, donc comment ça fonctionne ? Il y a un ARN messager qui est encapsulé dans une nanoparticule lipidique qui va rentrer dans la cellule du vacciné. Et là, grâce à la machine traductionnelle de la cellule du vacciné, eh bien, le gène d'intérêt, donc là en l'occurrence la protéine spike contre lequel on veut immuniser, va être fabriqué donc en protéines qui ensuite vont être adressées à la membrane pour aboutir à la production d'anticorps anti-spike par l'organisme vacciné. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le vaccin Pfizer ? Donc, la substance active, c'est un ARN messager qui a été modifié de plusieurs manières. Il faut savoir que la séquence qui a été prise, donc je l'ai mis pour ceux qui travaillent dans les séquences, c'est celle d'un des premiers isolats de SARS-CoV-2 qui a été isolé à Wuhan, donc c'est-à-dire la souche de l'année dernière. Cet ARNM donc, a été modifié pour comporter 2 mutations de proline, en fait, pour bloquer la spike dans la conformation de préfusion optimale. Et d'autre part, les uridines de l'ARN messager ont été remplacées par des N-méthylpseudoiridines afin de minimiser la reconnaissance de l'ARN messager par les toll-like récepteurs, ce qui pouvait engendrer une surréaction immunitaire. Bon, comme tout ARN messager, ils sont capés en 5' et polyadénylés en 3'. Concernant les nanoparticules lipidiques, donc elles sont composées de 4 lipides différents qui ne sont pas exactement les mêmes pour Pfizer ou pour Moderna.
il faut savoir qu'à chaque fois, il y a 2 lipides qui sont des nouvelles substances qui n'ont encore jamais été utilisées chez l'homme dans un produit de santé approuvé par l'Agence européenne du médicament. Donc c'est ALC 0315, ALC 0159 pour Pfizer, SM102 pour Moderna et PEC 2000 DMG également pour Moderna. Ce sont donc, parmi ces ingrédients, donc c'est ceux qui contiennent du polyéthylène glycol en particulier, qui a été suspecté d'être à l'origine des chocs anaphylactiques qui sont plus fréquents avec les vaccins donc à ARNM, de l'ordre, selon le CDC, de 11 cas par million de vaccinés, versus la grippe où ça tourne plutôt autour de 1,36 cas par million de chocs anaphylactiques. Et il y a évidemment d'autres exceptions dont je ne parlerai pas parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Évidemment, comme dans tout médicament, il y a des impuretés, puisque quand on fabrique un médicament, on peut être amené à utiliser certains composés dont la présence est indésirable dans le produit fini. Donc qu'est-ce qu'il y a comme impureté dans le vaccin Pfizer et Moderna? Eh bien, il y a des ARN messagers tronqués, ce qu'ils appellent truncated RNA en anglais. Donc c'est des fragments incomplets de l'ARN, donc qui seraient dus en fait à un arrêt prématuré de la réaction de synthèse in vitro des ARN messagers. Donc ils suspectent ça, en fait ils ne savent pas exactement pourquoi, mais ils suspectent ça parce que les ARN messagers, ils ont vu qu'ils étaient très souvent capés en 5', mais rarement polyadénylés en 3', donc ils pensent que c'est l'arrêt de la synthèse prématurée. Selon donc les laboratoires, ces ARN messagers ne seraient pas traduits en protéines, mais voilà, c'est une supposition. Et d'autre part, l'Agence européenne du médicament posait aussi la question dans le rapport de quel était le pourcentage d'intégrité, c'est-à-dire le rapport d'ARN messager complet sur le rapport d'ARN messager tronqué, parce que si ils ne connaissent pas ce rapport, ça veut dire qu'au final, on ne sait pas trop quelle est la dose qu'il y a dans le flacon. L'Agence européenne du médicament soulevait un autre problème. Elle disait que si jamais ces ARN messagers tronqués étaient traduits en protéines, est-ce qu'il y avait des homologies avec des protéines humaines, et auquel cas, est-ce que ça pouvait causer une maladie auto-immune à terme? Donc là, les laboratoires sont en train de tenter de répondre à ces questions. Voilà, et le rapport est attendu pour juillet 2021 sur cette question. Il y a un autre type d'impureté, il y a des traces résiduelles d'ADN, puisque de l'ordre du processus de fabrication, en fait, on part d'un template d'ADN qu'on va ensuite transcrire pour obtenir l'ARN messager. Et donc là, pareil, l'Agence européenne du médicament leur demande d'améliorer un petit peu leur processus de digestion de l'ADN. Maintenant, je vais parler des vaccins à vecteurs adénoviraux, donc non réplicatifs. Donc ce vaccin consiste à prendre un adénovirus, à le modifier pour insérer dedans le gène d'intérêt, mais j'y reviendrai. L'adénovirus ensuite va rentrer dans la cellule comme habituellement, comme si il vous infectait en se liant au récepteur habituel. Il rentre dans la cellule, puis son génome rentre dans le noyau de la cellule, et là il va être tout d'abord transcrit, puis l'ARN messager va dans le cytoplasme, il est traduit en protéines qui ensuite vont être adressées à la membrane et créer la réponse d'immunité humorale et cellulaire chez la personne vaccinée. Alors comment ça se construit ces vecteurs? Eh bien, c'est par modification génétique d'un adénovirus. On va voir qu'il y a plusieurs types d'adénovirus possibles, et on va le modifier de 2 manières différentes. D'une part, pour le rendre non réplicatif, pour pas qu'il puisse infecter la personne qui recevrait le vaccin. Donc ça se fait en supprimant des gènes essentiels à la réplication du virus, et d'autre part, en insérant une sorte de cassette contenant le gène d'intérêt contre lequel on veut vacciner la personne. Donc là, en l'occurrence, pour ces vaccins-là, ça va être Spike. Alors le problème, c'est si ils sont non réplicatifs, ces virus, comment on fait pour en produire des millions et des millions de doses? Eh bien en fait, on va les propager sur des cellules humaines qui vont être modifiées pour être transcomplémentées avec le gène qui manquait chez l'adénovirus. Donc là, en l'occurrence, c'est des cellules qui vont posséder le gène E1. Donc il y a 2 types de cellules qui permettent de faire ça. C'est les cellules HOK293, qui sont des cellules rénales embryonnaires humaines qu'on a transcomplémentées avec le gène E1 pour faire répliquer ces vecteurs adénoviraux. Ou alors il y a une autre lignée qui est la lignée cellulaire perséciste, qui est issue de rétinoblastes de fœtus humains et qui serait un peu meilleure parce qu'il y aurait moins de recombinaisons homologues avec le vecteur pour ne pas produire des vecteurs viraux réplicatifs qui auraient récupéré leur gène par recombinaison avec la cellule. Voilà.
Alors, qu'y a-t-il précisément dans le vaccin d'AstraZeneca? Donc, la substance active, c'est un adénovirus de chimpanzé qui a donc été génétiquement modifié. On lui a enlevé son gène E1 pour qu'il soit non réplicatif, et puis on lui a intégré une cassette contenant le gène Spike. Et donc, vous avez le schéma ici. Hein. Donc, la cassette, elle se compose d'un promoteur de cytomégalovirus humain, ensuite d'un intron. Ensuite, il a été ajouté une séquence donc, du tissu plasminogène activateur, et derrière il y a le gène de la protéine Spike, et enfin ils ont choisi une queue polyadénylée qui est celle de l'hormone de croissance bovine. Alors la question que je me suis posée en découvrant ça, c'était pourquoi mettre du tissu plasminogène activateur. Donc j'ai cherché, il y avait des gens qui avaient déjà travaillé là-dessus et qui avaient déjà mis cette séquence dans certains essais vaccinaux, et ils racontaient que ça servait à augmenter l'immunogénicité ou le taux de l'antigène dans la cellule vaccinée, voire même à taguer l'antigène vers la membrane cellulaire. Concernant le vaccin Janssen, c'est le même schéma. Hein. Donc le vecteur, c'est un adénovirus humain, cette fois l'adénovirus humain 26, qui est peu répandu dans la population humaine habituellement et qui n'a pas de pouvoir pathogène connu. Et pareil, qui a été modifié en dilatant le gène E1 pour le rendre non réplicatif. Et il y a aussi une suppression d'une partie du gène E3. Donc dans l'article que j'avais lu, il disait que c'était pour créer un espace suffisant d'insertion, mais il y a aussi un autre avantage à enlever E3, parce que E3 est impliqué dans l'échappement à la réaction immunitaire. La cassette qu'ils ont intégrée, c'est donc le gène de la protéine Spike du SARS-CoV-2 qui cette fois a été stabilisé par des modifications et des changements d'acides aminés afin de le stabiliser dans sa conformation de préfusion, comme pour les deux vaccins à ARN messager. Quelles sont les impuretés qui sont décrites dans le dossier d'AMM? Il se pose la question de savoir est-ce qu'il reste des particules, est-ce qu'il y a des particules d'adénovirus vides ou complètes, est-ce qu'il y a des agrégats et des fragments de protéines virales, est-ce qu'il reste des résidus des cellules culture, ou est-ce qu'il reste des résidus, voire d'ADN et de protéines de cellules de culture, donc les HEK293 ou les PER-C6. Ça a été jugé en quantité suffisamment faible par l'Agence européenne du médicament, et d'autre part AstraZeneca a montré qu'il n'y avait pas de présence de protéines HLA dans la substance médicamenteuse finale, et ils ont même fait des essais chez les gens, donc chez les personnes vaccinées, pour voir s'ils n'avaient pas développé des anticorps anti-HLA après le vaccin, et ils n'en ont pas trouvé, et heureusement, parce que ça pourrait quand même poser des problèmes chez des personnes qui à terme seraient greffées d'un organe ou de quelque chose. Alors ensuite, je vais parler de la biodistribution de ces vaccins. La biodistribution du vaccin Pfizer, elle est aspécifique, et les ARN messagers vont dans une grande variété d'organes, notamment ils atteignent la rate, le cœur, les reins, les poumons, le cerveau et les gonades, ovaires et testicules, avec des quantités qui sont largement inférieures évidemment à la dose injectée au site d'injection. Concernant Moderna, on a à peu près le même modèle de distribution, ça se distribue dans une grande variété d'organes. Ils rajoutaient information intéressante qu'ils avaient étudiée par rapport à Pfizer, c'est-à-dire qu'ils disaient que la persistance des ARN messagers, c'était à peu près 1 à 3 jours dans les tissus, et ils disaient que c'était environ 5 jours dans la rate et les ganglions, donc ça persistait plus longtemps. Bon, ceci dit, quand j'ai regardé l'expérience, en fait, le dernier rat sacrifié, c'est à 120 heures, donc ça fait 5 jours, donc c'est en fait au moins 5 jours, puisqu'il n'y a pas de point au-delà. Concernant les études de biodistribution sur le vaccin AstraZeneca, l'étude sur le vaccin lui-même en fait est toujours en cours chez les souris, mais il se base sur des études qu'ils avaient fait soit avec des vecteurs qui étaient jugés similaires. Donc là vous voyez c'est pas le même adénovirus. Ici c'est le même adénovirus qui a été choisi mais pas avec le même gène inséré puisque c'était un gène pour l'HBV. Alors sur la première étude, moi j'ai quand même un petit bémol parce qu'ils font une étude de biodistribution sur quelque chose qui est injecté en intradermique, alors que là le vaccin il est en intramusculaire, donc je ne sais pas comment on peut extrapoler la biodistribution d'un intradermique en intramusculaire. Sur la deuxième partie d'étude, effectivement c'était en intramusculaire, et ils retrouvaient des taux faibles dans tous les tissus testés, c'est-à-dire sang total, cerveau, cœur, les ganglions lymphatiques drainant le site d'injection, les reins, le foie, les poumons, les gonades et la rate. Ils n'avaient pas testé le système nerveux central, les nerfs périphériques ou l'atteinte de la moelle osseuse.
Concernant la biodistribution du vaccin Janssen, donc ça a été évalué chez le lapin avec 2 vaccins codant pour des antigènes autres que la Spike, sur le même modèle que Astra. Les animaux ont été sacrifiés à différents temps, allant de 11 jours à 180 jours après que le vaccin ait été injecté chez les animaux en intramusculaire. Et donc ils en ont détecté dans les ganglions lymphatiques drainant le site d'injection. Et ce à des taux certes faibles, mais jusqu'à la fin de l'expérience, jusqu'aux 180 jours. Il y a eu aussi détection dans la rate. Il n'y a pas eu de détection des vecteurs viraux dans les gonades. Et par contre, il n'y avait pas d'étude de l'éventuel passage soit dans le lait maternel, soit en transplacentaire de ces vecteurs viraux. Au niveau des études de génotoxicité, carcinogénicité, il n'y en a pas eu, sauf pour Moderna, qui a fait un petit peu de génotoxicité, notamment sur le nouveau composant lipidique, et dont les résultats suggéraient qu'il n'y avait pas de potentiel génotoxique chez l'homme. Maintenant, je vais passer aux données d'efficacité clinique. Donc pour le vaccin Pfizer, l'efficacité clinique, elle a été réalisée suivant cette flowchart. Bon, c'est dommage, on ne voit pas, mais il y a à peu près un peu plus de 18 000 personnes dans chaque bras, donc dans le bras vaccin et le bras placebo. C'était un essai randomisé en double aveugle contre un placebo qui était du sérum physiologique et qui a été mené dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni et un petit peu au Brésil, en Afrique du Sud, en Allemagne et en Turquie. Alors malheureusement, il y a une intention affichée de Pfizer de vacciner les personnes qui se trouvent dans le groupe placebo après 6 mois. Et ça, c'est dommage parce que ça fera disparaître la comparaison pour les effets indésirables à moyen et long terme. Donc je ne sais pas, ils sont en parlementation, je crois, avec la FDA pour ça. Au niveau de l'efficacité, l'AMM conditionnel rapporte une efficacité d'environ 95%. Voilà, j'ai mis l'analyse par sous-groupe dessous. Donc effectivement, il y avait une très bonne efficacité pour tous les sous-groupes, sauf pour le groupe des plus de 75 ans où l'efficacité était suggérée sans qu'elle ait pu être démontrée statistiquement, puisqu'il n'y avait pas assez de personnes ou d'occurrence des événements dans ces groupes-là. Il y a une autre étude, donc là on sort du dossier d'AMM. Ça, c'est une étude qui a été publiée après, sur une étude observationnelle cas témoins qui a été réalisée en Israël et qui a inclus énormément de personnes et qui retrouvait en fait des résultats totalement similaires aux résultats qu'on pouvait voir dans l'AMM, puisqu'il y avait une protection de 92% pour les infections documentées et de 94% pour les Covid-19 symptomatiques. Alors après, comme j'ai beaucoup écouté Mathieu, je n'ai pas pu m'empêcher de chercher les liens d'intérêt des auteurs et j'ai trouvé quand même qu'il y en avait beaucoup qui avaient des liens d'intérêt avec Pfizer. Il y a une autre étude cas témoins réalisée en Angleterre sur les personnes âgées. Donc, ils ont évalué à peu près 150 000 personnes de 70 ans et plus. Et ils trouvaient une efficacité vaccinale chez les plus de 80 ans qui était de l'ordre de 70% après la première dose du vaccin et de 89% après la seconde dose du vaccin. Alors c'est un peu compliqué leur calcul parce que c'était si on comparait au risque de la période la plus élevée des 4/9e jours. Parce qu'en fait, quand on regarde la courbe, on voit là, c'est les non-vaccinés. Et qu'en fait, manifestement, dans leur série, il y avait un surrisque d'être positif pour le SARS-CoV-2 du jour 1 au jour 9. Et donc, ça, c'est les résultats par rapport à cette période-là. Si on compare au taux des non-vaccinés, en fait, les efficacités sont de 59% et de 85% respectivement. Et puis, il y a une autre chose qui m'a interpellée, c'est qu'à la fin, le dernier point, à partir du jour 35-41, enfin la mesure 35-41, en fait, l'efficacité se remet à diminuer. Donc, est-ce que c'est pour ça, l'immunité chutant, est-ce qu'il faut refaire la deuxième dose à ce moment-là ou pas ? J'aurais bien aimé que le graphique se poursuive justement sur la dose 2, puisque c'est une question que tout le monde se pose. Combien de temps va durer cette immunité vaccinale ? Et en fait, ça s'arrête 14 jours après la seconde dose, donc on n'a pas la réponse dans cet article. Ça, c'était encore un autre article qui a été fait en Écosse. Donc, c'était une cohorte observationnelle et prospective où ils ont estimé l'efficacité vaccinale de la première dose du vaccin Pfizer et de AstraZeneca. Mais cette fois, avec comme critère, c'était les hospitalisations. Donc, ils rapportaient des efficacités de la première dose de 85% pour diminuer les hospitalisations pour Pfizer et de 94% pour diminuer les hospitalisations grâce au vaccin donc AstraZeneca. Et donc ce qu'on pouvait voir, on retrouve un peu en fait comme sur le graphique que j'ai monté précédemment dans l'autre étude, c'est-à-dire que la meilleure efficacité après la première dose c'est 28 à 34e jour et que après l'efficacité semble diminuer. Donc ça c'était
pour tous les vaccinés, donc c'était poolé les vaccins Pfizer et Moderna, et AstraZeneca, pardon, et ici c'est que les résultats pour Pfizer, et c'était pareil, on retrouvait, donc à partir du 34e jour, l'efficacité semble diminuer. Donc est-ce que c'est le bon moment peut-être pour faire la deuxième dose? Concernant l'efficacité de Moderna, eh bien, ça a été vu sur un essai randomisé en double aveugle avec placebo, avec le placebo qui était du sérum Phi. Bon, il faut quand même savoir que ceux qui ont administré le vaccin, en fait, étaient pas en blind, ils n'étaient pas masqués. Ils savaient ce qu'ils injectaient. Voilà. Mais après, pas les autres, pas ceux qui ont vu les patients, ni les patients. Donc l'efficacité rapportée pour Moderna, elle est de 95%, et on retrouve pareil que pour Pfizer, en fait, elle est très bien démontrée pour tous les groupes d'âge jusqu'à 75 ans. Pour les personnes de plus de 75 ans, en fait, l'efficacité n'a pas pu être démontrée parce qu'il n'y a pas eu assez de personnes ni assez d'événements dans les groupes. Donc concernant les vaccins à ARN messager, quelles sont un peu les données d'efficacité manquantes? Eh bien, ce serait la question qu'on se pose tous. Est-ce que ça protège des infections asymptomatiques? Quel est l'impact du vaccin sur la transmission et quelle est la durée de protection? Donc il semble probable que le vaccin protège également contre les formes sévères d'après les documents que j'ai vus, mais ça n'a pas été démontré complètement à l'heure actuelle. Je vais maintenant passer aux données d'efficacité pour le vaccin AstraZeneca. Alors là, c'est un peu le casse-tête, les données sont très difficiles à interpréter, puisque dans l'étude, en fait, il y a une erreur de dose, donc ils ont mal calculé les doses dans les lots, et ça fait qu'il y a une partie des personnes incluses qui ont reçu la mauvaise dose, mais qui sont restées incluses. Donc après, ça fait des tableaux extrêmement difficiles à interpréter. Donc voici les études qui ont été faites sur ce vaccin. Donc il y en a eu 4, 2 qui se sont passées donc, au Royaume-Uni, une au Brésil, une en Afrique du Sud. Donc les 2 phases 3, c'est celle du milieu, donc c'est Royaume-Uni et Brésil. Il faut noter qu'elles sont seulement en simple aveugle. Il n'y a que les patients qui ne savent pas ce qu'ils reçoivent. Et le placebo, c'était un vaccin méningocoque. La seule partie de l'étude qui est en double aveugle, donc c'est l'étude de phase 1-2 qui s'est passée en Afrique du Sud. Et oui, sur les doses, voilà, là on voit qu'ils n'ont pas tous reçu la même dose. Donc au Royaume-Uni, ils ont reçu une dose standard et une dose plus faible à cause du problème de calcul. Et au Brésil, ils ont reçu 2 fois la dose standard. Voilà. Et puis il y avait un autre souci aussi qui m'est apparu, c'était que les 2 doses n'ont pas été données avec le même intervalle de temps, enfin avec des intervalles de temps qui étaient très très grands, qui allaient donc de 3 à 23 semaines de différence. Donc ici vous avez le tableau récapitulatif avec la moyenne de ceux qui ont reçu les doses d'intervalle, ventilées en plus par les pays et ventilées par ceux qui ont reçu 2 fois la dose normale ou la faible dose puis la grosse dose. Voilà, c'est ce qui fait qu'à la fin, c'est très compliqué d'interpréter les datas. Donc, si on pool ces résultats sur sur l'étude britannique et sur l'étude brésilienne, on voit une efficacité globale qui est aux alentours de 60%, avec un effet a priori sur les hospitalisations. Par contre, sur les infections asymptomatiques, il n'y avait pas d'effet. Alors si on regarde un peu plus les tableaux détaillés, on voit que si on regarde ce qui se passe entre la première dose et la deuxième dose, sur le bras britannique, en fait, il n'y a pas d'efficacité démontrée. Alors que dans le bras brésilien, il y a une efficacité démontrée, et donc évidemment, si on poule les deux, ça devient efficace. Et pareil, si on regarde par rapport au temps, sur l'étude britannique de la 4e à la 8e semaine, il n'y avait pas d'effet démontré. Alors que dans le bras brésilien, c'était pas les mêmes semaines, c'était de la 9e à plus de 12 semaines qu'il n'y avait pas d'efficacité démontrée. Donc est-ce que c'est dû aux différences de dose? Est-ce que c'est dû aux différences de temps entre la première dose et la deuxième dose? Voilà, c'est à creuser. Il y a eu une autre étude qui a regardé un peu l'efficacité de ce vaccin face aux variants sud-africains. Qui a enrôlé à peu près 2000 adultes. Et en fait, la conclusion, c'est que les 2 doses du vaccin AstraZeneca n'avaient pas montré de protection contre le variant sud-africain. Maintenant, si on regarde le vaccin Janssen,
Donc l'efficacité clinique a été testée par une étude randomisée en double aveugle contre placebo qui était du sérum physiologique et qui s'est déroulée aux US, en Argentine, au Brésil, au Chili, au Pérou, au Mexique, en Colombie et en Afrique du Sud, avec un suivi qui était prévu pour 24 mois, mais ça comme toutes les études. Et comme Pfizer, en fait, ils veulent offrir la vaccination aux participants qui ont reçu le placebo avant la fin de l'étude, avant les 24 mois. Donc, quels sont les résultats de ce vaccin? L'efficacité moyenne est d'environ 66%, ce qu'on retrouve quand on le regarde soit à 14 jours après la vaccination, puisque pour Janssen, il n'y a qu'une seule injection, soit 28 jours après la vaccination. Et il y avait manifestement un effet qui avait été mis en évidence sur une protection contre les formes sévères du Covid. Par contre, ils n'ont pas pu démontrer d'efficacité sur la diminution de la charge virale chez les sujets positifs au SARS-CoV-2 et il n'y a pas d'efficacité démontrée sur les formes asymptomatiques à ce jour et sur la transmission, pareil, on se pose toujours la question. Donc là, je vous ai fait un petit récapitulatif des données manquantes donc, qui sont dans le dossier d'AMM. Donc pour l'instant, l'Agence européenne du médicament dit qu'on ne sait pas quel devrait être l'usage chez la femme enceinte ou la femme allaitante, chez les patients immunodéprimés, chez les sujets avec des comorbidités telles que des BPCO, des diabètes, des maladies neurologiques chroniques et des maladies cardiovasculaires. Si on doit l'utiliser chez des patients avec des maladies auto-immunes ou des maladies chroniques inflammatoires, qu'on ne connaît pas l'interaction avec les autres vaccins et qu'il manque évidemment les datas de sécurité à long terme puisque pour l'instant l'étude n'est pas encore finie et c'est à peu près donc, les mêmes pour les 4 vaccins, il n'y a pas vraiment de différence. Et puis à la fin, je me suis un peu intéressée à ce qui agite un peu tout le monde en ce moment, et notamment dans la presse, c'est les thromboses suite au vaccin AstraZeneca. Donc l'Agence européenne du médicament estime le risque thrombotique avec le vaccin AstraZeneca à 5 par million de vaccinés. Pour l'instant, ils ont enregistré 62 cas de thrombose cérébrale et 24 cas de thrombose splanchnique, mais elles sont encore en cours ils sont en train de revoir les dossiers pour voir si c'est imputable ou pas. Il faut savoir que la majorité de ces cas se produisaient chez des femmes qui avaient moins de 60 ans et que ça se passait dans les 2 semaines suivant la vaccination. Donc au départ, moi quand j'ai vu ça, je me suis tout de suite dit ah bah oui, puisqu'il y a le tissu plasminogène activateur qui est un agent thrombolytique physiologique. Est-ce que le fait d'avoir mis une séquence donc ici qui fusionne avec la protéine spike, est-ce que ça peut pas faire qu'on développe des anticorps anti-plasminogène et donc se retrouver dans un état thrombotique. Mais ça, c'était que mon hypothèse. Donc j'ai regardé si ça existait, les anticorps anti-plasminogènes, et oui, ça existe dans la littérature, et c'est souvent associé à d'autres maladies auto-immunes, et effectivement, ça fait des thromboses. Mais manifestement, j'étais partie dans le mauvais sens, puisque maintenant, il y a des nouveaux articles qui sont sortis, et qui suivent plutôt la piste des anticorps anti-facteur plaquettaire 4, donc parce qu'ils ont relevé que la clinique des patients qui présentaient ces thromboses, en fait, c'est une thrombose veineuse atypique avec une thrombopénie, plus ou moins des saignements, pouvant même aboutir à une CIVD à la fin. Que c'est des localisations atypiques de thrombose, donc notamment des sinus veineux cérébraux, des thromboses veineuses splanchniques et des thromboses artérielles. La survenue, c'est dans les 14 premiers jours suivant la vaccination et principalement chez des femmes jeunes, inférieures à 60 ans, et dont certains cas ont eu une issue fatale. Au niveau de la biologie, eh bien, les articles de science ont pu mettre en évidence que c'était une thrombocytopénie induite à l'héparine de manière atypique, parce qu'ils ont trouvé des titres très élevés d'anticorps anti-facteur 4 plaquettaire chez tous les patients et qu'ils avaient une forte affinité. Qu'en est-il du vaccin Janssen ? Il y a déjà un case report en fait de thrombocytémie thrombotique après cette vaccination, et j'ai regardé dans le dossier d'AMM est-ce qu'on aurait pu y penser avant, et effectivement en fait c'était déjà marqué dans le dossier d'AMM du vaccin Janssen qu'il y avait plus d'événements, un surrisque en tout cas d'événements thromboemboliques parmi le groupe vaccin que parmi le groupe témoin. Voilà pour ce résumé de l'AMM.